Bonjour, cette semaine dans l'actualité économique, pour vous réinformer, nous avons retenu les nouvelles suivantes. Le budget de la France, le CETA et plusieurs brèves en Europe. Le projet de loi de finances 2017 tout d'abord. La France et l'Union européenne sont en train d'adopter leurs budgets respectifs pour 2017. Sauf rectification d'ici la fin de l'examen à l'Assemblée nationale en novembre, je peux vous dire déjà que ce projet de loi de finances 2017 est irresponsable et insincère. Pourquoi ? Parce que les politiciens UMPS, qui ne sont que des créateurs de dettes et de déficits, vont voter un budget cache-misère. Comme chaque année depuis plus de 40 ans, pas un budget est à l'équilibre et les gouvernements dépensent toujours plus qu'ils ne gagnent, uniquement par électoralisme. Les chiffres économiques sont savamment bidouillés et surestimés par la caste dirigeante. Cette fois, Michel Sapin, le ministre de l'économie et des finances, nous refait le coup d'une prévision de croissance économique pour 2017 à 1,5%. Et comme chaque année, la Cour des comptes et le Conseil des finances publiques, et nous, bien entendu, les patriotes, dénonçons cette outrance chiffrée. En réalité, aujourd'hui, on peut tabler sur une prévision raisonnable pour 2017 d'environ 1,2%. Un écart de 0,3% du PIB par rapport aux prévisions qui équivaut à gonfler de 7 milliards d'euros le budget. Le contexte économique est toujours enjolivé pour faire croire à une reprise de la croissance du PIB et donc à des recettes fiscales plus élevées. Le but de Bercy est aussi de ne pas s'exposer aux foudres de l'Europe de Bruxelles et du commissaire Moscovici qui lui-même était un creuseur de déficit professionnel lorsqu'il était en charge du budget français entre 2012 et 2013. Il a beau jeu aujourd'hui de nous donner des leçons d'orthodoxie budgétaire européenne. Le gouvernement n'en finit pas de gruger les Français avec des statistiques économiques irréalistes qui ne masquent pas la hausse record de la dette publique qui culminera à plus de 2200 milliards fin 2016, soit 34 000 euros par habitant. En 2017, le déficit public s'accumulera à environ 70 milliards supplémentaires. Si encore notre surendettement structurel servait à investir dans l'avenir de notre nation, mais non, il s'agit essentiellement de refinancer le budget de fonctionnement de l'État, de renflouer l'euro et le système bancaire de la zone euro. La France, dans la zone euro, est, avec la Grèce, le seul pays de l'Union européenne en déficit primaire. Hors charge de la dette, c'est-à-dire le poids des intérêts financiers à rembourser par rapport au capital. Le tout en baissant par exemple les dotations aux collectivités locales alors qu'elles sont le nerf de la guerre de l'investissement public. Plus grave, en 2017, la France va rejoindre le club très fermé des pays européens surendettés comme la Grèce, l'Italie, le Portugal, Chypre, la Belgique et l'Espagne. La dette publique va franchir bientôt le cap fatidique des 100% de dette sur PIB. François Hollande sera donc le premier président des 100% de dette sur PIB. Dans ce modèle économique ultralibéral et mondialisé, notre budget est une bombe à retardement. L'effet retard n'est dû pour le moment qu'au taux d'intérêt historiquement bas. La hausse des taux d'intérêt, inéluctable à terme, va renchérir le financement de l'État sur les marchés, le coût de la dette publique et envoyer le pays dans une banqueroute. Et puis, on voit tout de suite que nous sommes en période de campagne électorale, car la baisse de l'impôt sur le revenu est un écran de fumée pour faire oublier aux Français les 35 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires depuis 2012, infligés aux ménages et aussi l'abaissement du plafond du quotient familial. En résumé, mes critiques portent sur le projet de loi de finances 2017 sont une soumission budgétaire de la France à l'Union européenne, elle-même en déficit cumulé depuis 1994. Un matraquage fiscal des classes moyennes et supérieures, avec moins de contribuables et plus d'impositions. Une complexité fiscale hors norme à cause de la multitude d'impôts et de niches fiscales. Une cavalerie fiscale avec l'anticipation des recettes et un report des dépenses sur les successeurs. Et du côté des entreprises, une instabilité fiscale à chaque nouveau budget. Une contrainte nouvelle pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source de leurs salariés. Aucune réforme de simplification administrative. Ce projet de loi de finances 2017 incarne l'échec de la politique économique ultralibérale de l'Union européenne et de l'incompétence des élites dirigeantes françaises. Ce projet de loi de finances 2017 est un budget d'un fin de règne socialiste qui sera une patate chaude pour les successeurs politiques. Avec 2200 milliards d'euros, la réduction de la dette publique grâce à notre souveraineté monétaire française est impérative pour réduire notre dépendance vis-à-vis de l'Union européenne, des créanciers étrangers et notamment des pétromonarchies du Golfe. Il faut retrouver nos outils budgétaires et monétaires afin de mener de véritables politiques de désendettement et de relance économique ciblées. Je rappelle que seul le modèle de patriotisme économique en France sera en mesure d'empêcher la banqueroute qui arrive. Le CETA maintenant. Pour mémoire, le CETA est un projet de vaste accord commercial négocié entre le Canada et l'Union européenne.
Les ultralibéraux, à la solde des lobbies privés, pensaient que c'était conclu, mais lundi dernier, un grain de sable a bloqué les rouages technocratiques de l'Europe de Bruxelles. En effet, le refus courageux du Parlement de Wallonie a acté l'impossibilité pour le gouvernement belge de signer le traité CETA, puisqu'il faut l'unanimité des 28 États de l'Union. Ce traité est parfaitement illégitime car aucun peuple d'Europe n'a été consulté par référendum, alors que son impact sera gigantesque sur notre quotidien. Cela marque un coup d'arrêt salutaire au processus d'adoption de cet énième traité de libre-échange, particulièrement néfaste pour notre économie nationale. Il s'agit donc d'une belle victoire politique, mais qui ne doit pas nous faire baisser la garde. La Commission européenne, qui avait déjà multiplié les menaces, pressions et ultimatums contre la Wallonie, cherche à présent des voies pour contourner juridiquement l'obstacle posé par le refus wallon. Souvenez-vous du traité de Lisbonne imposé par la forfaiture de Nicolas Sarkozy en 2008, sans consultation des Français et surtout après le non du référendum de 2005 sur le traité de constitution européenne. Pas de triomphalisme alors, car le traité CETA n'est pas encore mort et enterré. De même, les négociations autour du TAFTA continuent de leur côté. Ce frère jumeau du CETA, qui est le traité de libre-échange total entre les États-Unis et l'Europe, est une menace encore plus grave pour notre économie. N'oublions pas la vraie nature de cette Union européenne fédéraliste, qui est une institution technocratique et autocratique qui s'emploie à imposer au peuple, par la contrainte et le chantage, des normes qui ne veulent pas, dans le seul objectif de servir les puissances d'intérêt étrangères. Monte dei Paschi di Siena. Au bord de la faillite, la banque italienne Monte dei Paschi a présenté un plan de sauvetage censé lui éviter le pire. Le gouvernement italien de Renzi ne peut plus intervenir en raison de la loi scélérate de l'union bancaire. Le plan prévoit une augmentation du capital de 5 milliards d'euros et de nouvelles mesures de réduction des coûts, avec bien entendu la fermeture de 500 agences et la suppression de 2500 postes d'ici à 2019. Régime sec donc pour un secteur qui paye ses errements. La banque est plombée par des créances toxiques à hauteur de 28 milliards d'euros, dont elle va également devoir se défaire. Les banques italiennes montrent là un autre visage des délires ultralibéraux de l'industrie bancaire, dont le seul critère est le profit le plus élevé à court terme. Le résultat est le même, la menace d'un risque systémique. Le Front National propose de mettre fin à l'union bancaire, de séparer hermétiquement les banques de détail et de dépôt, et de sanctionner effectivement les dirigeants des établissements qui ont fraudé, et de recentrer les banques sur leur métier, c'est-à-dire financer l'économie réelle et productive, par les entreprises et les ménages. Le chômage en France en septembre. Le gouvernement Valls pavoise cette semaine sur des chiffres du chômage excellents et prétendument en baisse. Malheureusement, n'en croyez rien. Si le chômage a un peu glissé sur un mois, on ne peut pas parler d'inversion de la courbe. Il y a eu 66 000 chômeurs catégorie A de moins en septembre, mais ce n'est qu'une compensation des 50 000 chômeurs en plus au mois d'août. Et tout cela malgré les 500 000 formations et autres artifices comme les radiés du Pôle emploi. La hausse du chômage réel, toutes catégories confondues du BIT, est égale à 1 million depuis 2012 et à 3,2 millions depuis 2007. Parallèlement, le Royaume-Uni, qui n'a pas l'euro et hors de l'espace Schengen, connaît le plein emploi à environ 5%. Alors, pas de triomphalisme, monsieur Valls. À très bientôt.